à tous. Au menu de votre matinale ce lundi matin, pour engager la nouvelle semaine de travail, deux points essentiels en discussion. D'abord, la rencontre de Paris pour un nouveau pacte financier. Plusieurs dirigeants africains se sont retrouvés en France pour parler de l'avenir financier et des nouvelles orientations à donner au rapport de l'Afrique avec ses partenaires. Franck Aounou nous propose d'en parler pendant le débat. C'est le tout premier sujet de nos discussions puisqu'on évoquera aussi d'autres échanges qu'il y a eu entre les présidents Talon du Bénin et Tinubu du Nigeria. Faut-il croire à un nouveau visage des rapports entre les deux pays? Question au cœur de nos échanges à venir tout à l'heure. Ce sera le sujet de l'entretien avec Dr Bruno Mochaoussi, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi et spécialiste du Nigeria. Il nous dira deux mots au sujet de l'ouverture complète de la frontière entre les deux pays du côté du Nigeria. Mesdames et messieurs, les deux actualités, sont abordées par les quotidiens dans leur production ce lundi matin. Vous aurez tous les détails à propos de leur position et angle de vue à la fin de cette émission. Ce sera à travers la revue de presse d'Assingbo Kanye Assingbo. Mais avant, je vous donne déjà une idée à l'entame de cette émission. Ce sera donc une idée rapide à travers la une des journaux. Bienvenue sur Actu Matin. Nous allons ouvrir avec fraternité ce matin. Je vous l'annonçais dans l'introduction ce matin, tout à l'heure même. Rencontre Talon Tinubu à Paris. Bénin, Nigeria, un nouvel envol. Championnat de football 2022-2023. Coton FC sacré champion. De Chacus gagne le pari de la bonne organisation. Et puis, fin de MCA2 et inauguration du Centre national de contrôle de la distribution d'électricité. En page 5, le quotidien qui souligne qu'il y a des acquis dans la production, le transport et la distribution de l'énergie électrique. Cotonou Automoto Show, la première édition du salon de l'automobile s'ouvre bientôt à Cotonou, promet le journal avec des détails à la page 2 de sa production de ce lundi matin. Nous sommes maintenant avec le quotidien Nord-Sud quotidien, relations commerciales, Nigeria, Bénin, Tinubu et Talon s'engagent. Vie carcérale, un évadé arrêté. Et puis, le grand matin, renforcement de la coopération entre le Bénin et le Nigeria. Talon et Tinubu se donnent la main à Paris. Les deux chefs d'État s'engagent et donnent des assurances. Un signal fort, la réouverture des frontières de Sémé-Craqué. Tous les détails à lire dans les colonnes du journal Le Grand Matin. Le journal Nouvelle Élite échange entre Bola Tinubu et Patrice Talon à Paris. Les relations diplomatiques entre le Nigeria et le Bénin sont désormais au beau fixe. C'est une question que se pose le journal dans sa parution de ce matin. Le potentiel rencontre Talon Tinubu en France, le journal voulait dire. Les deux chefs d'État pour des relations fructueuses. Nous passons à dynamisme info et toujours cette même actualité. Pacte d'entente entre le Nigeria et le Bénin, le Fayawa et le Payo dans le viseur des dirigeants des deux pays. L'économie informelle va en souffrir. C'est une promesse analyse du journal Dynamisme Info. Le matinal, réouverture totale, la frontière de Sémé-Craqué vers la relance de la filière véhicules d'occasion. Patrice Talon, tout ce qui est interdit au Nigeria le sera aussi au Bénin. Le journal qui apporte beaucoup de détails entre les échanges entre Patrice Talon et Bola Tinubu dans ces colonnes ce matin. Nous sommes avec maintenant le matin. Tête à tête entre Tinubu et Talon à Paris, le Nigeria et le Bénin s'engagent pour la dynamisation des relations. L'événement précis, plaidoyer, et là on a changé de sujet, plaidoyer d'Alassane Soumanou Djemba à Patrice Talon, libéré, pardonné Rekia Madougou et consorts, détails à suivre et à lire
dans les colonnes du journal, l'événement précis en sa page 3. Matin libre, libération des détenus et retour des exilés. Soumanou Djimba implore le pardon de Patrice Talon. Le chef de l'État, c'est celui qui a besoin des autres, a déclaré l'ancien ministre de Boni Yahi. La boussole, première élection générale au Bénin et la décrispation du climat social. Le parti Les Démocrates lance la bataille de 2026 depuis Kéroum. Ça, je le pense, à Madougou à Yvon est co-accusé et exilé. La Colombe, mesure disciplinaire contre les prestataires, géomètres et urbanistes, plaidoyer pour la levée de la suspension. La Relève Info, animation de la vie sociopolitique au Bénin, le COSA dans la logique de la continuité. Montre cette info grâce aux réformes et décisions courageuses du président Talon. La Moirie d'Abomey passe de 12 à 14 rois. Dans 2 ans, est assez rétabli. Le grand jury. Et là, on va parler un peu football. Lancement du tournoi du bloc républicain dans la 6e circonscription électorale. À la page 3, le journal met que l'honorable Sokpo Ekpe et Oussou Guédé, soucieux de l'épanouissement et de l'unité de la jeunesse. Défi info, tournoi de l'unité dans la 6e circonscription électorale. L'honorable Sokpo Ekpe, le BR, scelle le pacte de l'unité des fils de Calaviso Avaïzé à travers le football. Nous retournons à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Rencontre Talon Tinubu, Bénin, Nigeria, un nouvel envol. Championnat de football 2022-2023. Coton FC sacré champion de Chacus gagne le pari de la bonne organisation. Fin de MCA Bénin 2 et inauguration du Centre national de contrôle de la distribution d'électricité, des acquis dans la production, le transport et la distribution de l'énergie électrique. Et puis le dernier titre à la une de Fraternité, Cotonou Automoto Show. La première édition du Salon de l'automobile s'ouvre bientôt à Cotonou. Ainsi donc résumé, l'actualité présentée à la une de parution ce matin. On va s'intéresser un peu à l'intérieur et les colonnes du journal avec cette manchette déjà qui relance un peu l'actualité sur la diplomatie entre le Bénin et le Nigeria. Les deux patrons des deux pays se sont vus à Paris. Ils ont échangé sur ce que doit être désormais leur relation. En tout cas, c'est devenu très beau, décrit Moïse Dossounou. Entre le Bénin et le Nigeria, c'est à nouveau la lune de miel. C'est ce que donnent à croire les images en provenance de Paris. Les activités connexes du sommet sur le nouveau pacte mondial de financement renseignent à suffisance sur l'état des relations entre le Bénin et le Nigeria. La franche et joyeuse accolade partagée par Patrice Talon à ce propos est détaillée par Fraternité sous la plume de Moïse Dossounou qui annonce justement que il est de bon ton d'espérer un climat de paix et d'échange fraternel entre les deux pays. Nous sommes au début de la saison pluvieuse et déjà, je dois dire, de nouvelles productions de maïs et le journal Fraternité qui a enquêté sous la plume de Fideyo Ouédorou qui a publié la boulimie du maïs frais s'empare des consommateurs. Vous le verrez, il y a des commerces spontanés qui naissent dès lors que le maïs sort dans sa nouvelle production de la saison. Et bien, le journal est descendu pour voir un peu de quoi ça retourne ce commerce-là et comment est-ce que ça intéresse les gens. Les gens en raffolent justement, nous précise notre reporter, c'est à Calavi et environ. Et puis, une information qui pourrait vous intéresser aussi, c'est le démarrage de la distribution de moustiquaires imprégnés sur toute l'étendue du territoire national. Fraternité annonce donc que l'opération démarre ce jour et c'est parti pour 8 jours d'affilée donc de découverte. Et puis, cette information football qu'on a déjà à la une de Fraternité, Coton FC qui est sacré. Pour cette saison, il n'y a que les meilleurs acteurs aussi ont été récompensés. Tout cela, Ali Moumouni viendra nous donner de plus amples détails. Des détails aussi au sujet de l'actualité vue par la rédaction de Canal 3 Bénin. C'est le bulletin avec déjà Florence Bossa installée. Florence, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. Dans votre bulletin, les titres à développer, clap de fin pour le programme DigiBoost. C'est un programme d'appui aux structures d'accompagnement en entrepreneuriat innovant. Elles sont une trentaine sélectionnées pour bénéficier de ce programme ayant reçu leur attestation de participation au terme
9 mois de formation. Et puisque nous sommes toujours en juin, la célébration de la Journée nationale de l'arbre, ça continue au Bénin. La Société béninoise d'énergie électrique, la SB2E, vous le voyez à ces images-là, a célébré en différé ce vendredi la Journée nationale de l'arbre. Des autorités et quelques agents de la société ont choisi le site de Gakpé à Ouida pour procéder à la mise en terre de près de 1000 plats. Voici le développement du bulletin. Je l'ai dit, c'était le premier titre. Florence Boussa, bonjour. Clap de fin pour le programme DigiBoost. C'est un programme d'appui aux structures d'accompagnement en entrepreneuriat innovant. Elles sont une trentaine Tanguy sélectionnées pour bénéficier de ce programme ayant reçu l'attestation de participation au thème de 9 mois de formation au cours de laquelle elles se sont vues améliorées pour plus d'impact. Voici le compte-rendu de la cérémonie. Il représente ici la trentaine de structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant, bénéficiaires du projet DigiBoost, lequel s'est attelé 9 mois durant à renforcer les capacités des dites structures quant à la mise en place de méthodes et outils, de même qu'en ce qui concerne l'élaboration et la conduite de programmes d'accompagnement. Nous avons organisé des modules de renforcement en compétences des structures d'accompagnement et donc nous avons organisé des modules collectifs, immersifs et intensifs à Grand Popo et à Boïcon où l'ensemble des directeurs et des chargés d'accompagnement ont été confrontés à une méthode d'accompagnement, à des outils pour aider les entrepreneurs. Pour nous, c'était très utile dans un environnement où voilà, vous avez beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sortent avec des idées de projets. Et il faut que les structures d'accompagnement soient outillés, formés, et soient capables d'encadrer ces jeunes-là. Et donc voilà, c'était très utile pour nous et on est fiers quand même d'avoir été retenus pour cette aventure-là. Alors ce qui va changer, c'est les outils. Comme vous l'avez suivi tout à l'heure, c'est les outils qu'on a désormais à leur disposition. C'est également l'expertise de l'équipe qui a été renforcée. Et donc les coachings seront davantage plus approfondis, mieux structurés, mieux pensés. Et donc voilà un peu les deux grands éléments sur lesquels voilà, les choses vont changer pour nous incuber. Financé par l'Union européenne pour un montant de 1,8 milliard de francs CFA et mis en œuvre par l'agence belge de développement Eunabel. Le projet a pour but de renforcer l'écosystème à travers des appuis aux structures d'accompagnement des startups, tels que les incubateurs, les accélérateurs, les Fab Labs ou encore les espaces de coworking. La formation que nous clôturons aujourd'hui porte sur l'amélioration de la qualité des services qu'offrent les SAEI aux startups et nous sommes convaincus que l'écosystème est désormais mieux outillé pour adresser les besoins des startups locales et contribuer ainsi à la transformation de l'économie nationale. À travers ces actions d'appui aux SAEI bénéficiaires et aux événements de l'écosystème, le projet a pu impacter plus de 900 porteurs d'idées de projet. Il est important de souligner que les actions du projet DigiBoost ont donné lieu à une transformation significative vers la maturité de l'écosystème entrepreneurial béninois et accompagnent ainsi la volonté du gouvernement béninois de mettre en place un certain nombre de réformes pour une meilleure structuration de cet écosystème. L'Union européenne entend par ce programme renforcer l'écosystème de l'économie digitale au Bénin et accompagne le ministère du numérique et de la digitalisation dans la mise en œuvre de l'agenda digital du Bénin. La Société béninoise d'énergie électrique SBEE a célébré en différé ce vendredi la journée nationale de l'arbre. Des autorités et quelques agents de la société ont choisi le site de Gakpé à Ouida pour procéder à la mise en terre de près de 1000 plants. C'était sous le thème arbre et économie verte. Voici le compte rendu. La SBEE a célébré ce vendredi la journée nationale de l'arbre en différé. Inscrite sous le thème Arbre, énergie, économie verte, cette célébration vise notamment à participer à la reconstitution du couvert végétal et le choix du site de Gakpé dans la commune de Ouida n'est pas anodin. La SBEE aujourd'hui est dans la fourniture de l'énergie verte. Mais comme je le disais, la journée de l'arbre est consacrée justement à la valorisation donc, des espèces, n'est-ce pas, fauniques. Et justement, aujourd'hui, nous sommes à une époque où tout le monde entier est mobilisé contre le réchauffement climatique. Et donc chacun, en ce qui le concerne, là où il se trouve,
doit trouver le moyen chaque année de vraiment célébrer cette journée-là. Et la SBE n'a pas voulu rester en maille de l'État. Le site de Gakpé est choisi comme l'un des 2 sites qui va abriter l'événement parce que dans les semaines à venir, ce site va abriter un poste qui va compter énormément dans le patrimoine électrique du Bénin. Cette année, c'est près de 1000 plans qui sont mis en tête sur les différents sites. Pour le maire de la commune de Ouidah, cette participation au reverdissement vient à point nommé et des actions sont prévues pour l'entretien des plans. Je pense que en droite ligne de ce qui a été déjà fait depuis plusieurs années, depuis près d'une dizaine d'années dans la commune de Ouidah, ceci vient pour donc renforcer cela, soutenir cela. Mais il faut également reconnaître que cette action de la société béninoise d'énergie électrique vient également pour compenser un peu tout ce qui a été fait en termes d'abattage d'arbres, lors des tracés des voies, lors du tirage des câbles pour alimenter la commune. Sur le site que nous allons planter ces tables, ensemble avec la société béninoise d'énergie électrique, nous allons voir comment mettre en place un dispositif qui puisse surveiller, entretenir ces plans-là jusqu'à maturité. Après le site de Gakpé, c'est celui d'Akasato, dans la commune d'Abomey-Calavi, qui a été reverdi par 200 plans. À travers ce geste de reboisement de ces sites, c'est un acte de conscience et de responsabilité que la SBEE engage vis-à-vis de sa clientèle. Et nous passons à notre actualité dans ce bulletin. Florence, l'entreprise Colas Bénin a procédé vendredi au lancement d'un nouveau dépôt à Kassato, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est un point de vente de granulats enrobés et émulsions pour les particuliers à proximité de Cotonou. Une initiative de Colas Bénin qui vise à rapprocher davantage les services de la population et vient également soulager les entrepreneurs dans leurs difficultés d'approvisionnement en matériaux de bâtiments, travaux publics. À l'occasion, une journée porte ouverte a été organisée pour permettre aux acteurs et à la population de découvrir les différents produits que leur offre Colas Bénin. Compte rendu. C'est ici, dans l'arrondissement d'Akasato, sur la route inter-État Cotonou-Niamey, qu'est désormais érigé le nouveau dépôt de Colas Bénin. Et pour le faire découvrir au public, l'entreprise a organisé vendredi une journée porte ouverte. En essayant de rechercher, de répondre aux besoins de nos clients, on a souhaité mettre et de créer le dépôt que vous avez l'opportunité de visiter aujourd'hui et nous vous en remercions. Donc pour mettre l'ensemble de nos produits au plus près de nos futurs clients et des consommateurs qui seraient donc dans la zone économique de Cotonou. L'ensemble de nos produits proviennent de notre carrière qui est située à Dan, à côté donc un peu plus au nord de Boycon. Ici, en dehors des granulats qui donc proviennent de la carrière, vous pourrez voir l'ensemble de nos installations qui produisent des enrobés, le goudron pour réaliser les routes, et qui produisent également l'émulsion, l'émulsion étant la colle, si je puis dire, qui permet donc à l'enrobé d'adhérer au support sur lequel il est mis en œuvre. Représenté à l'occasion, le maire et tout le conseil communal d'Abomey-Calavi remercient les responsables de Colas Bénin pour le choix porté sur Akasato dans le cadre de l'extension de leur champ commercial. Abomey-Calavi s'honore ainsi de ce choix qui restera indélébile dans les annales de la commune. La journée porte ouverte que vous organisez ici chez nous à Kassato revêt d'une triple importance. La première d'abord, elle apporte à coup sûr un avantage à la municipalité. Ensuite, Colas Afrique Bénin se rapproche de notre municipalité et surtout de ses clients, ce qui apporte une plus-value aux activités de l'entreprise sur le territoire. Et enfin, la qualité et la diversité du point de vente. Après une visite guidée du nouveau dépôt, les entrepreneurs présents apprécient cette initiative de Colas Bénin qui vient soulager plus d'eux en matière de gravier, granulats et autres. Nous étions obligés de nous déplacer vers le septentrion, aller à Dassa pour chercher le concarcé. Mais aujourd'hui, avec la journée porte ouverte Colas, nous avons compris que Colas a voulu nous assister
techniquement. Donc moi j'invite la population à venir massivement acheter ces produits pour la construction de leur bâtiment parce que vous savez, en termes de qualité d'un bâtiment, ça dépend également du choix du matériau. Mieux vous choisissez de bons matériaux, mieux votre bâtiment est bien construit et durable. Nous avons une soif d'avancer, une soif de rester au Bénin parce que j'entends des choses se dire partout que Colas va partir, que Colas va quitter le Bénin. C'est une preuve au jour d'aujourd'hui que Colas ne veut pas partir du Bénin, mais au contraire veut répondre au mieux aux besoins qu'éprouve le Bénin dans ces périodes de grande construction d'infrastructures. La société Colas existe depuis une centaine d'années. Elle a toujours été portée par l'innovation et l'adaptation afin de répondre à l'ensemble de ses clients et des marchés. Aujourd'hui, elle essaie de contribuer partout dans le monde à une meilleure mobilité des populations et notamment au Bénin où elle est présente depuis plus de 60 ans. Tanguy, ce sera tout pour ce bulletin d'information. Florence, merci beaucoup pour l'exercice. À demain pour un autre bulletin d'information à présenter sur Actu Matin de la journée, les autres rendez-vous d'information à travers la rédaction de Canal 3 Bénin. Ce sera par exemple le journal télévisé de la mi-journée à 13h. Avant cela, à 11h, un autre bulletin d'information pour récapituler l'actualité sur la 3. Nous passons à notre bulletin, celui-là d'information sportive avec Ali Moumouni déjà installé. Ali, bonjour. Bonjour Tanguy. On va parler football ce matin. Okay. Allez, voici Sport Matin. Et c'est fait, on connaît désormais le champion du Bénin, Ali, c'est Coton FC qui a reçu d'ailleurs son trophée de champion de ce titre-là du Bénin. Oui, Coton qui est donc sacré champion à 2 journées de la fin de la compétition est finalement entré en possession de son trophée, mais avant la 24e journée, donc la dernière journée de cette Super Ligue professionnelle du Bénin a eu lieu hier et donc la rencontre entre Coton FC et l'association sportive de la vallée de Lomé s'est déroulée sur ces images. Vous verrez bien entendu, c'était hier du côté de Ouida. Coton accueillait donc son adversaire de l'ASVO pour cette 24e journée. L'équipe qui s'était imposée au champion en titre à l'ouverture de cette compétition sur le score d'1-0 est en déplacement cette fois-ci et elle a réussi quand même à tenir en échec son adversaire du jour. Bien entendu, c'était Coton, leader au classement général avec 53 points. La rencontre a bien démarré pour l'équipe de Ouida qui quand même a mis assez de pression sur son adversaire avant même d'obtenir un pénalty par la suite. Là, vous voyez ici ces images, une belle combinaison de la part de l'équipe de Lafia Yessoufou qui est quand même habitué à ce style de jeu depuis qu'il était donc avec les Dragons de Lomé, joué avec les jeunes. Et là, c'est le pénalty causé donc par l'équipe de ASVO, concédé bien entendu, sifflé par l'arbitre. C'était Mohamed Issa qui a donné le pénalty. Malheureusement, les culteurs n'ont pas réussi à concrétiser ce tir raté, donc manqué par le capitaine Bawa Salim Tanguy. Et donc juste après cette rencontre qui s'est soldée sur le score de 0 but partout, l'équipe de Coton est entrée en possession de son titre. Il y a eu donc d'abord la cérémonie de remise de médailles et vous voyez sur ces images l'arrêt d'honneur de l'équipe de Loto qui est vice-champion, donc en quelque sorte reconnaître l'effort de la formation de Coton FC qui est sacré champion pour la 2e fois consécutive au plan national dans le championnat béninois bien entendu. Et donc Coton, après donc la cérémonie de remise des médailles, il y a eu donc la remise des trophées. Tout le monde était présent, le ministre des Sports, les membres de la fédération béninoise de football. Il y a également le président de Coton FC, vous le voyez sur les images, Lionel Talon, et donc avec cette enveloppe financière de 10 millions de francs CFA. En dehors donc de Coton, il y a que d'autres équipes aussi sont entrées en possession de leur, chèque de cette façon-là, comme l'équipe vice-championne Loto Popo qui a reçu 5 millions. Il y a eu également les meilleurs buteurs et les meilleurs gardiens qui ont été récompensés. De l'autre côté, les équipes du championnat amateur aussi ont reçu leur trophée, que ce soit aussi
Au niveau du championnat féminin, il y a eu encore, voilà, c'était une cérémonie de remise de médailles et de prix aux meilleurs et aux champions du Bénin, Tanguy. Voilà ce qu'on peut retenir pour ce qui concerne cette cérémonie. On va faire donc le point de cette 24e journée des différentes rencontres disputées pour le compte de la Super Ligue professionnelle du Bénin. Ayema s'est incliné. C'était donc face à Aspa. Score à l'arrivée, comme vous le voyez, 1-0. Les Buffles également se sont inclinés 1-0. L'Union sportive de Cavalier de Niki a pris le dessus sur son adversaire 1-0. Dadje et AS Cotonou se séparent. Astakone, pardon, se séparent 2-0 but partout. Les Dragons s'inclinent face à AS Cotonou 1-0. Il y a eu la victoire lors de la dernière journée de l'Autopopo 1-0. C'était face à Damissa. Les Requins s'inclinent à domicile 1-0. C'était donc à Cotonou 2 et pour finir le match 0 but partout entre ASVO et puis Coton FC dont on parlait. Score à l'arrivée, voilà, 0 but partout. Tanguy, c'est terminé pour la saison 2022-2023 de football au Bénin. Et donc, espérons que le calendrier de la saison prochaine va vite sortir pour permettre donc aux différentes équipes de se situer, de savoir combien de temps donner aux joueurs pour le repos et quand est-ce qu'il faut reprendre la préparation pour la prochaine saison. On a 2 journées encore à rattraper, enfin, même si ça ne vaut pour rien. Oui, on va faire donc un tour du côté, donc cette fois-ci, du Maroc pour parler de cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans, pardon, des équipes espoirs. Il s'agit bien sûr des équipes olympiques et la compétition se déroule du côté du Maroc. Il y a eu donc les rencontres de la première journée qui ont été disputées déjà depuis le samedi. Il y a eu une rencontre d'ouverture le samedi et puis les 3 autres qui ont été disputées hier au niveau du groupe A. Il y a la victoire du Maroc, 2-1, c'était face à la Guinée. Et puis l'autre rencontre dans ce groupe, c'est bien sûr entre le Ghana et le Congo. Rencontre donc au cours de laquelle les Ghanéens se sont imposés 3-2 à leur adversaire du Congo. L'Égypte, au niveau du groupe B, a été tenu en échec, disons ça comme ça, face au Niger. 0 but partout. Quand on connaît les palmarès de cette formation voilà, égyptienne. Il y a aussi en dernière heure hier le Mali qui s'est imposé 3-1. C'était face à l'équipe gabonaise. Voilà pour ce qu'on peut retenir concernant la première journée de la CAN U23. Ben voilà, on a fait un tour d'horizon de l'actualité du football. On va revenir au Bénin pour parler toujours football, Ali, mais cette fois-ci football proximité, puisque nous sommes en vacances et c'est la période idéale pour développer justement ce genre d'activité. Il y a eu une initiative qui a été lancée ainsi ce week-end. Oui, Tanguy, c'est un tournoi qui regroupe 16 équipes de football venues de 3 communes de cette circonscription électorale, la 6e, bien entendu. Le coup d'envoi est donné samedi dernier sur ces images que nous proposons ce matin par le match inaugural entre la formation de Hekamé de Zé et celle de Gémeaux FC de Heavy. Et vous allez... Voilà, c'est un triste état du terrain. Oui, il y avait eu la pluie voilà, de ce samedi qui a pris par là. Donc, comme vous le voyez sur les images, il y a eu donc cette ouverture traditionnelle des organisateurs. En somme, le spectacle a bien commencé. De quoi occuper la jeunesse au cours de cette période de vacances de fin d'année scolaire. Le premier match se termine sur un score de parité, 1 but partout entre l'équipe du Zé et celle de Heavy. Les organisateurs envisagent bien entendu mettre en lumière les talents les plus prometteurs de la compétition au vu du beau spectacle auquel ils ont assisté. On va suivre quelques extraits des personnes qui se sont prêtées à notre micro. Je pense que je suis émerveillé, sinon je serais déjà parti depuis. J'ai constaté qu'il y a de véritables talents dans notre circonscription que nous devons promouvoir. Absolument, donc nous avons un travail à faire. Il y a un comité qui sélectionne certains éléments, certains talents dans ces 3 communes-là. Après, nous allons trouver un entraîneur pour ces talents. Ils seront une 60aine environ. Et nous allons essayer de voir comment nous pouvons leur trouver un entraîneur pour avoir une équipe dans notre circonscription électorale.
Vous l'avez bien entendu, comme on le disait, donc les promoteurs envisagent quand même mettre en lumière ces talents à travers donc, la mise en place d'une équipe pour cette circonscription électorale. Et c'est donc parti pour environ 2 mois de compétition entre les 16 équipes réparties dans 4 poules différentes. Le tournoi se déroule sur le terrain du quartier Zoka, Tanguy. C'est pas loin de chez vous. Absolument. Oui. C'est juste devant ma maison pratiquement, on dira. Allez, dans ce long et grand fleuve d'informations de football, on va mettre un mot de basket, ça ne fera pas mal à quelqu'un. On va parler de la Youth League Pro qui a connu son épilogue samedi dernier à Lille avec le sacre d'Élan Coton. Que ce soit au niveau des hommes ou au niveau des dames, l'équipe de Élan Coton s'est imposée pour cette saison de la Youth League professionnelle de basketball. Les rencontres de la finale ont eu lieu samedi dernier, vous l'avez bien précisé. Et c'est du côté de Ouida, donc pour le match de la 3e place au niveau des hommes, comme nous vous le proposons sur le tableau de résultats. Il y a le Real Sport qui s'est incliné face à Renaissance Basketball Club 61 à 83 à l'arrivée pour la formation de Renaissance qui termine donc 3e de la compétition pour les finales. Élan Coton s'impose chez les dames d'abord 69 à 52 face à son adversaire de l'ASPAC, et c'est bien sûr les 2 formations qui se sont retrouvées également en finale au niveau des hommes, et Élan Coton s'impose également sur le score de 77 à 73 à l'arrivée. Tanguy, voilà pour ce qu'on peut retenir. Après donc cette finale, il y a eu la remise de récompenses aux différentes équipes au niveau des hommes. Élan Coton a reçu 5 millions de francs CFA. Il y a eu 1,5 million pour l'équipe d'ASPAC, voilà, l'équipe qui a terminé 2e, et puis l'équipe 3e Renaissance a reçu 1,5 million pour le Real Sport de Parakou. Par contre, chez les dames, il y a donc 5 millions pour l'équipe championne aussi, et puis voilà, 1,5 million pour l'équipe d'ASPAC qui a terminé 2e. Contrairement au football où donc lorsque le champion chez les hommes recevait donc 10 millions, l'équipe championne chez les dames recevait 3 millions. Il y a eu cet écart voilà, qui va falloir revoir, parce qu'au niveau du basket, il y a eu cette équité, il y a eu donc, voilà, disons cette équité, on a permis donc à toutes les équipes qui ont terminé champion d'avoir les mêmes récompenses. Les mêmes récompenses, la même taille. Ouais. Et c'est tout pour ce matin. Ah oui, je vois, hein, bien fourni vos informations ce matin, largement dominé par le football. Ali, merci beaucoup d'être passé par ici. 10 minutes réglo hein, d'informations sportives. Allez, on va vous revoir certainement ce soir pour le grand format de l'actualité des sports sur Canal 3 Bénin. Oui, c'est Canal Sport Club. Bah voilà, à partir de 21h. Ouais. Bonne chance à vous, bonne journée à vous, bonne préparation. Mesdames et messieurs, on va souffler un peu. Atulo, ni dona jo ni miton, le nous pole. Donc pas besoin Kosi, atilo ma pun ganga. Engagé dans tes activités, c'est pourquoi chaque jour, partout au Bénin, on te donne les moyens de les mener à bien. Car pour nous, plus tu tiens à quelque chose, plus on le soutient. Près de toi, près pour toi. Nous allons engager ainsi la 3e partie d'Actu Matin. Vous aurez le commentaire à suivre de Franck Aono qui va parler de ce qui s'est passé à Paris. Enfin, il y a 2 choses qui se sont passées à Paris justement ce week-end. Au-delà peut-être de la rencontre Talon-Tinumbu, eh ben, les pays africains s'étaient retrouvés autour de l'ancienne métropole pour discuter argent. De quoi est-ce que cela retourne? On en parle tout à l'heure.
Et puis justement, on fera le débat autour après la présentation donc du commentaire de Franck Aounou. Dans la 4e partie d'Actu Matin, on aura droit à notre page invitée. On va parler un peu des nouveaux rapports entre le Bénin et le Nigeria. La bonne ambiance, la bonne intelligence, qu'est-ce que ça peut accoucher comme impact sur les échanges commerciaux entre les deux pays et surtout sur la survie du paillon. Élément à suivre avec Dr Monchom. Il est sociologue, spécialiste de la débrouille. Il s'est intéressé surtout à ce petit métier qui se mène entre le Bénin et le Nigeria, des métiers relativement informels. Vous aurez la revue de presse d'Assemo Kaya, c'est moi qui va vous récapituler les informations telles que abordées et détaillées par les parutions dans leur production ce lundi matin pour engager la nouvelle semaine. Et puis vous aurez justement, en parlant de semaine, le point de l'actualité tel que relayé par la rédaction de Canal 3 Bénin. C'est 7 derniers jours au Bénin, c'est une semaine au Bénin, la signature Idriss Boukari. Avant tout cela, voici donc le commentaire. Franck, bonjour. Bonjour Tanguy. Qu'est-ce qu'il faut retenir du sommet de Paris? C'est l'essentiel de votre commentaire ce matin. Le sommet de Paris qui annonce justement des assises sur un nouveau pacte financier mondial s'est tenu du 22 au 23 juillet 2023. Qu'est-ce qu'il y a à se mettre sous la dent là-bas? Oui, quelques engagements pris par les pays riches pour soutenir la lutte contre la pauvreté et le réchauffement climatique dans les pays les plus pauvres, si vous le voulez, les pays en voie de développement, une longue liste de promesses et puis enfin des recommandations. Au titre des engagements, il a été retenu entre autres un accord de restructuration de la dette de la Zambie. Un autre accord concerne le Sénégal et porte sur la transition énergétique jugée d'équitable associant la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada et l'Union européenne avec une aide de 2,5 milliards d'euros. Ce partenariat permettra aux pays de l'Afrique de l'Ouest d'atteindre 40% d'énergie renouvelable d'ici à 2030. Et toujours au titre des engagements, il est convenu au terme des 48 heures de débat à Paris que les pays riches du G20 vont louer à nouveau 100 milliards de dollars de leurs réserves logées dans les coffres du FMI vers les pays pauvres. Et puis, un autre engagement qui va continuer par être respecté certainement, c'est celui relatif aux 100 milliards de dollars consacrés chaque année pour la communauté, par la communauté internationale pour booster les actions en faveur de climat. En ce qui concerne les promesses à présent, il y en a eu au rendez-vous de Paris. Il s'agit de mobiliser 200 milliards de dollars sur 10 ans sous forme de prêts auprès des banques multilatérales de développement allouées aux pays pauvres. Et l'autre promesse non moins évocatrice, c'est une réforme en profondeur de l'architecture financière internationale, un projet qui traîne depuis plus de 2 décennies. Maintenant, il y a aussi la promesse d'accroître l'effort pour reconstituer les ressources de l'Association internationale de développement, cette filiale de la Banque mondiale spécialisée dans la mise à disposition de l'aide aux pays les plus pauvres. Et puis d'autres promesses ont été tout de même faites en vue de finaliser les actions visant à davantage protéger les forêts équatoriales et tropicales avant la tenue de la COP 28 à Dubaï au mois de décembre. Les promesses, il y en a eu assez, mais au titre des recommandations, les participants ont insisté sur le suivi, de même que le président français Emmanuel Macron, qui en face de ses homologues africains déclarait, je cite, « L'efficacité ne vaut que par le suivi », fait de citation. Il a été donc recommandé par le président Emmanuel Macron la mise en place d'un mécanisme de suivi avec l'Union africaine comme partie prenante et la présentation de rapports tous les 6 mois. Tanguy. À vous entendre, est-ce qu'on peut dire que le sommet, c'est une belle réussite, un pari gagné et qu'un nouveau pacte mondial financier est désormais scellé et acté? Oui, pari gagné, oui, Tanguy, parce que Emmanuel Macron a réussi à mobiliser, vous avez vu, le balai de chefs d'État africains à Paris, l'ensemble des chefs d'État africains autour de lui, même ceux qui sont les plus décriés présentement dans leur pays, et aussi a pu engager ce débat autour des questions vitales de pauvreté et du réchauffement climatique. C'est à son mérite et on a vu un Emmanuel Macron très relax, très détendu, à la limite jouissif avec tout sa souris qu'il a offert à la presse. C'est bien normal, mais à côté, attention à ne pas aller trop vite en besogne. Quant au pacte qui est signé, beaucoup de langues ont exprimé leur satisfaction en même temps qu'ils émettent de grosses réserves quant à la suite à donner à ces discussions de Paris.
elles ne sont pas plus que les chefs d'État venus de l'Afrique, dont certains parmi eux ont dit ouvertement à la tribune du sommet ce pessimisme. Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud ou encore l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi ne sont pas allés du dos de la cuillère pour mettre au défi Macron et sa suite par rapport au respect des engagements pris et à la tenue des promesses faites à Paris. Le Sud-Africain, par exemple, n'a pas eu froid aux yeux pour déclarer que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Et en appui à sa réserve, il cite l'exemple du barrage d'Inga sur le fleuve Congo qui permettrait à une quinzaine d'États d'améliorer leur accès à l'électricité qui jusque-là n'est pas encore construit. Pareil pour l'Égyptien, très agacé par de nombreuses promesses faites à des sommets du genre, mais jamais réalisées au point de déclarer publiquement, je cite, « Moi, je ne me félicite que lorsqu'un projet est inauguré », fin de citation. Mais sous toute autre dimension, je pense que ce sommet était un alibi parfait trouvé par la France pour réchauffer rapidement et subtilement les liens avec les pays où il a encore son mot à dire. Face à la menace de l'idéologie russe qui étend dangereusement ses tentacules sur le continent, il fallait trouver le moyen de raviver les liens pour montrer qu'on est au plus proche des amis. C'est une stratégie pour ne pas perdre du terrain et sauvegarder ce qu'il est encore, car il ne se passe de jour sans qu'un pays africain ne se dirige vers Moscou pour voir le patron du Kremlin. C'est une menace sérieuse et la France en a pris les mesures, en est bien consciente. Le fameux sommet pour un nouveau pacte financier mondial n'est que pour moi la face visible de l'iceberg. Votre avis, votre opinion a signé donc ce matin, c'est le commentaire de la rédaction. Franck Aounou, merci beaucoup pour cet avis-là et on va discuter autour du sujet. J'ai autour de cette table deux autres compagnons. Eric Guédeno qui est installé. Bonjour. Bonjour Tanguy. Pour nous accompagner, Morgane Metondia Sogba, analyste, internationaliste. Bonjour. Bonjour. Qui s'intéresse surtout aux questions de diplomatie. Vous nous direz un peu quelle est votre opinion sur ce qui s'est passé ce week-end à Paris avec les différents chefs d'État et ce large sourire de Emmanuel Macron au terme donc de ce rendez-vous-là. On aura au téléphone et en direct notre spécialiste économie maison, Jacques Degbé, qui va participer aussi à ces échanges-là. Messieurs, je vous salue encore une deuxième fois. Bonjour à tous. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Allez, on doit se réjouir. Hein? Beaucoup d'argent qui s'annonce là, aux portes du continent. On ne sait pas à quelle position il faut escaler pour avoir la plus grosse partie de tout. Allez, on parle d'énergie renouvelable, on parle de climat, on parle de pas mal de choses, mais surtout de beaucoup de milliards mobilisés. Eric, on devrait s'en frotter la main. Ok, rien qu'à entendre les chiffres avancés. Maintenant, l'argent n'est pas encore tombé. Et je pense que c'est un peu la petite frustration. C'est peut-être un peu la petite frustration des différents chefs d'État qui attendent justement que l'argent tombe. Alors, je pense qu'il y a un peu de bonne foi, mais en même temps aussi beaucoup de stratégie politique, n'est-ce pas, de la France, comme l'a relevé Franck dans son commentaire, qui cherche à se repositionner véritablement sur le continent avec ce que la France voit comme une menace en termes d'influence russe, chinoise et puis tout ça. Alors, l'idée d'un nouveau pacte financier mondial n'est pas nouvelle. Vous savez, jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est d'ailleurs ça qui nous a permis d'avoir la création de tout ce que nous avons comme institution de Bretton Woods. Et donc, on a le FMI, on a la Banque mondiale, le FMI qui intervient quand il y a une urgence dans un pays en termes de crise, et puis la Banque mondiale qui offre des prêts à long terme. Généralement, on l'utilise pour la construction des infrastructures, des ponts, des routes et puis tout ça. Aujourd'hui, on a estimé que les enjeux en termes d'outils de financement ont tellement évolué qu'il faut adapter des mécanismes de financement aux réalités du moment. On a cité la crise de la Covid-19 et puis la guerre en Ukraine pour justifier la tenue de ce sommet. Et donc, quand on fait un peu le point en termes d'histoire, il y a une bonne foi qui voudrait qu'on se réadapte aux enjeux du moment. Après,
les États africains, je pense que, et ça c'est un peu ce que moi je note comme insuffisance, d'abord de ce sommet qui est venu un peu de façon un peu précipitée, rien n'annonçait la tenue d'un tel sommet qui, bon, aux images qu'on a vu passer à la télé, n'était pas non plus un sommet qui réunit 5 et 10 chefs d'État, il y avait quand même du monde, rien n'annonçait véritablement cela. Est-ce qu'on a pris vraiment le temps de demander aux États de faire le point à leur niveau? On va aller au-delà déjà de ce qui a été fait comme organisation et tout, ce qui peut se cacher comme message ou démarche derrière ce rassemblement. Mais déjà, admirons la beauté des vestes, non, monsieur Méthodier Seba? Il y a eu beaucoup de vestes, beaucoup de cravates à l'occasion et beaucoup de chiffres. Ah oui, le paysage était très intéressant, très beau, très joli. La question que vous vous posez, qui est aussi très fondamentale, c'est est-ce que ce qui pourrait sortir de ce joli paysage est aussi beau que ce paysage? Et si on essaye de regarder l'histoire de toutes ces conférences, en général, on dira que non, même si on écoute aussi les chefs d'État, certains chefs d'État, et même les organisations internationales. Il y a une situation fondamentale qu'il faut souligner. Ce n'est pas forcément dans une optique d'apporter un plus à l'Afrique ou aux pays africains. Nous sommes dans un mécanisme financier qui est en train de recevoir des chocs et il y a donc un besoin pour les acteurs majeurs de ce mécanisme financier de retrouver le mécanisme approprié pour maintenir leurs différentes économies qui était établi. Exactement. Et quand vous regardez cette question d'équilibre, est-ce qu'il y avait de l'équilibre pour les pays africains? La réponse est naturellement non si on observe les faits. Les pays africains avec leur économie sont restés très loin derrière ces pays-là qui constituent même le socle de ce mécanisme impliquant la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Il y a un mécanisme de prêt parce qu'il y a trois mots qui sont ressortis de cette conférence: les dettes, la pauvreté et le climat. Pour le climat, c'est... Quand vous y regardez, le mot de l'actualité. Oui, mais vous constatez que c'est beaucoup plus un prétexte qu'une raison majeure, parce que la question du climat existe depuis très longtemps. Pourquoi est-ce qu'on a attendu qu'il y ait une crise économique un peu dans le monde? Oui, mais vous ne mettez que jamais, non? Il n'y a pas un moment idéal. Non, il s'agit de juger de l'opportunité ou des raisons profondes de la nécessité de la définition de ce nouveau pacte financier. Est-ce qu'on dira que la raison profonde, c'est exactement le climat? Quand vous regardez depuis quand la question du climat se pose, il n'y a pas eu besoin forcément de recourir à un nouveau pacte financier. Mais quand vous regardez les deux crises économiques qui ont secoué de façon très importante ces pays-là, bailleurs de fonds de ces institutions qui déterminent le pacte financier dans lequel on est resté jusqu'à présent, vous comprenez qu'il y a un besoin, surtout à leur niveau, de trouver un mécanisme pour renflouer leurs différentes économies. Donc, ce n'était pas forcément dans l'intérêt des pays africains. Et que comprenez-vous de cette attitude très énervée des pays, notamment anglophones, l'Afrique du Sud en tête? Franck Aounou, vous avez donné des détails sur les positions. C'est quand même curieux. On a toujours ce clivage, j'ai l'impression, entre les pays francophones, les pays anglophones, sur des questions majeures touchant le continent, les anglophones qui n'ont pas leur langue dans la poche et les francophones qui sont tout admiratifs. Comment est-ce qu'on peut comprendre je dois dire ce paradoxe-là, cette différence d'appréciation? Tous autant qu'ils sont, je crois qu'ils partagent disons ces réserves-là. Seulement ceux qui ont le courage de les porter à l'endroit du public sont ceux-là qui sont dans le système anglais. Et lorsque vous voyez la rationalité avec laquelle les Anglais gèrent les affaires, il y a de quoi que vous comprenez la réaction de ces chefs d'État qui sont intervenus pour dire attention, nous venons perdre notre temps, nous venons bavarder chaque fois et par la suite rien de concret. Je crois que c'est important et c'est déjà bien que même si c'est un ou deux États ou deux chefs d'État africains prennent la parole pour dire directement et ouvertement à Macron, attention, nous voulons du concret cette fois-ci,
qu'ils ont eu le temps de participer à des échanges, de faire des discussions durant des années, mais la suite, ça ne donne absolument rien. Et lorsque vous voyez le sommet tel qu'il s'est déroulé, j'ai eu l'impression de voir des amis qui se sont retrouvés, Macron qui a invité des amis, le fond même des débats en 2 jours pour des questions essentielles autour de la pauvreté et du climat. Je me demande s'il y a eu des éléments témoins, s'il y a eu un diagnostic qui a été fait, parce que de nos jours, les changements climatiques, le réchauffement de la planète et tout ça, ce sont des concepts qui ont évolué. Dans le temps, est-ce qu'on a eu vraiment le temps de le préparer pour prendre des décisions judicieuses? Je me pose toujours la France qui devient très intéressée par l'Afrique avec ces rencontres internationales. On en a vu au Gabon tout récemment, l'année passée d'ailleurs, sur toujours la question du climat, de la biodiversité. Du coup, très inspiré sur le coup, Morgane. Oui, la France a intérêt à être inspirée parce qu'il faut rappeler que quand vous regardez toujours dans l'histoire des relations internationales, la France et l'Afrique, c'est une histoire assez intéressante où la France a toujours disons, assez profité du mécanisme conçu. Et les pays africains, dans un passé aussi très récent, ont décidé de commencer à rompre ce mécanisme. Et donc, il faut trouver un système pour remplacer un système techniquement. Mais quand vous regardez la pratique aussi, les enjeux du monde, ce sont les enjeux qui créent les opportunités. Aujourd'hui, il faut comprendre que c'est de bonne guerre. La France a besoin de trouver un mécanisme pour permettre à la France, d'une façon ou d'une autre, de résoudre ces problèmes internes qui sont d'ordre économique. C'est pas pour rien que le président français est en train de mener toutes les démarches nécessaires pour s'inviter au sommet des BRICS. Il y a un mécanisme parallèle qui est en train d'être créé par les BRICS en matière d'économie et en matière de monnaie, qui veut compétir avec le mécanisme qui a été mis en place depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui permet aux économies occidentales de trouver leur part dans le mécanisme. Et donc, si on n'arrive pas à ramener les différents acteurs, surtout ceux qui sont majeurs et qui s'installent du côté des BRICS, vous avez cité tout à l'heure dans vos propos l'Afrique du Sud qui s'indigne à juste titre parce qu'il fait déjà partie des BRICS, et vous avez le besoin pour l'Europe, par le biais de la France bien sûr, qui prend les devants, d'aller vers les BRICS pour voir dans quelle mesure, même si un système économique parallèle devrait exister, mais que ce système soit pratiquement conforme, ouais, les mêmes visages peut-être. Est-ce que c'est conforme? Qui n'arrive pas à déclasser, comme il semble vouloir le faire, le système financier préétabli déjà. Quelle est votre analyse des attitudes des pays anglophones et francophones là? Oui, c'est un comportement qui correspondrait en partie, je précise en partie, aux aspirations aujourd'hui des peuples africains. Quand vous essayez de voir la dynamique d'intraconnexion, vous comprenez déjà les positions des peuples africains par rapport aux mécanismes, que ce soit politiques ou financiers, actuels du monde. Et donc ce comportement qui semble s'offusquer de la situation est compréhensible. Mais est-ce qu'il est compréhensible à la même mesure que l'ardeur des peuples? C'est pas évident, mais c'est aussi compréhensible que ce soit pas à ce même titre. Est-ce que ce n'est pas l'attitude du singe qui a déjà une branche en main et peut se moquer de l'autre branche qu'il a longtemps gardée, Eric? Non, je ne pense pas. Parlons des Anglais. Vous savez, ce franc-parler a toujours caractérisé le discours, ce qui est un peu différent de ce qu'on peut observer dans les pays francophones. On est très diplomate. Et puis à notre niveau, on est toujours dans la diplomatie. La diplomatie, nous l'avions vu quand Patrice Talon est allé rencontrer Ouattara avant la tenue de ce sommet. Parce que la position de Patrice Talon sur ces questions, nous la connaissons un peu. Quand on prend par exemple la question de la dette, lui, on peut s'endetter et développer son pays. Et, comme on dit, prendre la possibilité de payer est un élément de crédibilité pour lui. Ce qui n'est peut-être pas le cas des autres chefs d'État qui, jusqu'à ce sommet, étaient d'accord pour qu'on efface leur ardoise, voyez-vous. Et donc certainement qu'à la rencontre avec Ouattara, bon écoute, nous allons à un sommet, nous connaissons un peu ta position, essaye de revoir un peu et puis allons-y. Bon, alors, ça peut ne pas être le cas, hein, je dis n'importe quoi. On est toujours, voilà, on est toujours dans cette logique de ce que il faut
on a des éléments de désaccord, mais il faut savoir les dire, il faut à la limite se taire et jouer le jeu et puis aller. Et c'est là que nous, ça nous pose un problème parce que souvent sur ces questions à enjeu, il n'y a que le continent africain qui ne dispose pas d'agenda dans ces organisations. Notre invité a cité où la France même, avec toute la puissance qu'on connaît à ce pays, essaie de se retrouver dans d'autres agendas pour avoir son mot à dire. Il n'y a que nous qui sommes dans un mouvement d'ensemble, de suivi. Bon, écoutez, on va y aller, on reste tranquille. Et puis, on a déjà cité des recommandations. La dette zambienne, ce qu'on a brandi comme le trophée de ce sommet, qui est l'une des décisions les plus concrètes, et tout, puis ça s'arrête là. Et donc cela ne suffit pas. Et c'est en cela que quand nos chefs d'État vont à ces rencontres, ce qu'on ne peut pas leur refuser, c'est une fois, c'est de voir qu'est-ce qui nous arrange dedans, qu'est-ce que nous pouvons prendre, qu'est-ce qui répond à nos besoins. On parle de changement climatique, on parle de pauvreté. Vous savez, sur le continent, tous les pays n'ont pas... la pauvreté n'a pas le même visage. C'est peut-être plus avancé dans un autre pays que l'autre. Alors, qu'est-ce qui est indispensable? Vous savez, on ne nous pose pas véritablement ces questions. Et nous-mêmes, nous ne cherchons pas à faire ce point à notre niveau et à voir comment est-ce que nous pouvons évoluer dans cet agenda et trouver ce qui est bien pour nous. Ce qui est un peu dommage. J'ai changé un peu avec un monsieur qui est à l'université qui dit, logiquement, quand le chef d'État participe à ces rencontres, au retour, il nous réveille véritablement tout ce qui a été dit et à notre niveau de réfléchir et de voir et de proposer à nos chefs d'État ce qui est mieux à faire. Ça, c'est quand c'est dans un pays où tout est organisé et en ordre surtout. Parfois, on a l'impression que les dirigeants se foutent pas mal de compte rendu aux populations. Mais après, nous ne l'aurons pas. Ils sont les seuls à décider et puis c'est fini. Quoi. Après, nous ne l'aurons pas. Derrière ce sommet, il y a l'influence française qui recherche à gagner des points sur le territoire parce que ça ne sert à rien de dépenser l'argent des Français, d'organiser tout ce sommet pour que cela ne tombe pas dans un intérêt précis. Absolument, ça peut se comprendre, Eric. Alors, deux mots rapidement, maintenant que j'appelle Jacques Débé pour qu'il nous donne son avis de journaliste spécialisé des questions d'économie et de finances. Moi, je m'attendais surtout à ce que le débat soit focalisé et focus surtout sur qu'est-ce qu'on fait de ces lots de dettes que nous avions contractés dans des conditions parfois difficiles, compliquées et injustes et iniques, Franck. Mais on a essayé de passer en mettant la Zambie en face de nous, puis après on a contourné et on est passé à autre chose. Non, on a toujours dit que la France n'a pas des amis, la France n'a que des intérêts. Si les dettes contractées par les pays africains devraient permettre à la France d'ici à quelques années de se tonifier financièrement, de se refaire financièrement, ne vous attendez pas à ce que nous prenions un chiffon, que nous nettoyions cette ardoise-là. Vous allez... Mais ce sont nos gentils partenaires. Non. Au-delà de Macron, c'est toute la France qui vous a prêté l'argent. Et il serait difficile à Macron de vous appeler pour dire, écoutez, moi, je fasse tout, on oublie et puis on continue. Mais on a tellement fait de taux d'intérêt. Je voudrais dire... deux à trois fois... Oui, j'allais finir. Sur la question disons, de l'audace de la prise de la parole. Moi, je sais que si on donnait l'occasion à un Patrice Talon de s'exprimer sur la question à la tribune de ce sommet, il dirait la même chose que Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud. Vous voulez prendre la parole, vous prenez la parole. On ne va pas vous la donner. C'est pour vous dire qu'il y a des pays africains qui sont ralliés à la France, mais qui ont leur position, leur façon de voir leur langue sur cette question. Oui, et je suis un peu d'accord avec Franck. Et puis, justement, ce franc-parler avec Patrice Talon, nous l'avons vu sur d'autres questions, notamment pour le retour de nos trésors royaux. Alors, rapidement, vous savez, dans la journée de ce sommet, il n'y a que Macron a accordé l'entretien à France 24. Et sur la question de la dette, on lui demandait... Quoi, c'était la veille? La veille. C'était la veille. On lui demandait, ok, d'accord, on efface les dettes et puis c'est fini. Mais il a dit non. Et je pense aussi que de ce côté, c'est un sujet de réflexion. Parce que les besoins pour lesquels les États africains vont s'endetter, en 60 ans sur notre continent, on n'a pas réglé ces questions. On ne s'est pas rendu indépendant sur l'éducation, sur la santé, sur ces questions-là. Et donc, si on efface aujourd'hui la dette, demain, ces mêmes pays, ces mêmes États africains vont se retrouver encore sur le marché international pour d'autres dettes. Et ce qui inquiète la France, c'est que, ce qui a été observé, c'est que, vous voyez, on efface notre ardoise et puis demain, on se retrouve en Chine
pour contracter de nouvelles dettes. Et ce qui n'est pas du goût, justement, des pays de l'Europe. Ah oui, est-ce que quelque part aussi ce n'est pas honteux de la part des pays africains, après avoir emprunté, te dire, bon, nous sommes incapables de vous rembourser, bon, maintenant il faut oublier votre dette. C'est pas un peu gênant ça? Moralement, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable moralement. Est-ce qu'il y a de la morale dans les relations internationales? Bon, moi je vais vous poser la question, vous connaissez beaucoup plus que moi. Non, la question de la morale n'est pas tout au moins prédominante. Ce n'est pas ça qui est l'enjeu. L'enjeu, c'est est-ce que, tel que le système financier est conçu aujourd'hui, un État peut se développer sans la dette? Quand vous regardez le fonctionnement du système, c'est quasi impossible. À la rigueur, on vous amène à aller contracter la dette. Quand vous regardez les budgets nationaux et la technique ou le mécanisme de mobilisation des fonds, c'est c'est difficile de penser à développer son pays sans la dette dans le système tel qu'il est aujourd'hui. Et ce système est en train d'être challengé. Le Ghana a essayé et le Ghana a su et a vite compris. Rapidement, parce que tout est lié dans le mécanisme. La question qu'on est en droit de se poser, c'est lorsqu'on va contracter une dette sur le marché de la dette, qui reçoit le paiement lorsqu'on doit rembourser la dette? C'est-à-dire qui prête? Vous vous installez dans un mécanisme de Fonds monétaire international et de Banque mondiale, vous vous rendez compte que ce sont les États. Mais quels États sont actionnaires majoritaires du mécanisme? Ce sont les puissances considérées en griffe du monde. Oui, mais si on en a, on peut se mettre ensemble pour prêter à ceux qui n'en ont pas, non? C'est pas encore un crime. Ça devient un crime lorsque le mécanisme de la dette est nourri et de façon continuelle, de façon à ce que les mêmes déjà qui viennent contracter la dette ne peuvent pas se détacher de la dette pour leur développement. Le paiement se fait à des taux donnés, il y a des intérêts. Et donc, techniquement, aujourd'hui, le mécanisme de la dette est fait de façon à ce qu'il sera difficile à un État qui est endetté de faire sans la dette. C'est pour cela que certains États militent. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, depuis Thomas Sankara. Oui, Sankara, où on dit, mais il faut effacer la dette, il faut carrément oublier la dette. Certains États même ont décidé à un moment donné de dire, nous, on ne reconnaît plus la dette. Mais, ça, c'est une attitude de vouloir, ça. Carrément, ils ont signé, ils avaient pris les sous. Donc, vous voyez... Le réel enjeu ici, c'est comment est-ce que les négociateurs africains, les diplomates africains, les décideurs africains vont arriver à défendre les intérêts de l'Afrique, que ce soit dans un mécanisme de la dette ou pas. Mais je pense que ça vient un peu, parce que la Chine qui propose également le même mécanisme de dette, les États, voilà, se sont rendus compte que c'est beaucoup mieux là-bas, n'est-ce pas, aller contracter des dettes auprès de la Chine. Et donc, ça devient une menace pour ces mécanismes traditionnels de revoir véritablement le système. Et je pense que c'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles nous sommes allés à ce sommet. On ne le dira pas de façon aussi ouverte, parce que si tous les États commencent déjà par frapper la porte de la Chine, eux autres n'auront plus de clients, n'est-ce pas, à leur boutique de l'argent. Je pense que c'est pour ça que eux-mêmes apportent conclusion dans la dépendance. Tout à fait. Jacques est déjà en ligne. Jacques, bonjour. Est-ce que vous m'entendez, Jacques? Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Merci d'avoir décroché mon appel ce matin pour discuter un peu avec nous de ce sujet de l'actualité. Vous l'aviez suivi avec nous, 2 jours d'échange à Paris. Est-ce que ce sommet a permis, selon vous, qu'on fasse à avancer sur les questions, notamment de finances et de financement des activités de développement au niveau des pays africains? Oui, la montagne, pour ma part, Tanguy, n'aura accouché que d'une souris. On notera peut-être quelques avancées en faveur des pays du Sud, c'est-à-dire des pays pauvres. Vous avez parlé tout à l'heure des milliards de francs CFA
qui seront octroyés, mais la grande révolution espérée pour réorienter la finance mondiale est encore loin d'être acquise à la sortie de ce sommet de Paris. Ce sont donc de grandes ambitions nourries au départ, mais pour de tout petits résultats à l'arrivée. J'ai presque envie de dire, moi, que c'est encore un sommet de trop et que les lignes n'ont véritablement pas bougé dans cette volonté louable d'aller vers la refonte du système financier international dans son état actuel. Oui, mais vous l'aviez dit, il y a quand même beaucoup de milliards en perspective et sur le chemin de l'Afrique, en tout cas promis officiellement. Vous ne pouvez pas dire que rien n'a changé à ce sommet. Vous savez, moi, je ne suis surtout pas un oiseau de mauvais augure, mais j'essaie de voir les choses telles qu'elles se présentent. Une à une, les conclusions issues de ces 2 jours d'échange dans la capitale française. D'abord, on parle d'une suspension automatique du remboursement de la dette en cas de catastrophe naturelle pour les pays pauvres. La plupart des grands de cette planète, États-Unis, Royaume-Uni, France, Espagne, etc., donnent leur feu vert pour ce système. D'accord, c'est une mesure salutaire, mais sans être trop péremptoire, elle compte beaucoup plus. Tiens, quelques soucis avec j'ai l'impression qu'on s'est entendu. On est pessimiste sur cette affaire-là. Jacques est encore plus sévère là. Oui, Jacques est un peu plus sévère que vous. Oui. Enfin, on aurait aimé avoir un autre sentiment. Mais il se trouve que, comme l'a dit Jacques, ce sont les faits qui nous amènent à être dans cette logique-là. Et puis après, vous voyez, et ça j'ai apprécié cette comparaison que les chefs d'État africains ont fait. L'Afrique a toujours demandé, en fonction des crises qu'elle a connues sur son continent, qu'on débloque des financements. Mais les États européens, avec leurs alliés américains, voilà, écoutez, nous aussi, nous sommes en difficulté, et puis voilà, les fonds ne sont pas disponibles et tout ça. Mais quand la crise en Ukraine est venue, ça j'ai lu ça quelque part, on a sorti de l'argent, on a trouvé vraiment les moyens, on a débloqué de l'argent pour venir en aide à l'Ukraine. Et donc aujourd'hui, il n'y a que ce sentiment qui règne au niveau des chefs d'État africains. Bon, l'Afrique ne compte pas pour vous, parce que au même moment, vous nous sentez que vous n'avez pas les moyens, n'est-ce pas, pour financer nos politiques de développement. Mais nous avons vu les milliards de dollars que vous avez sortis, je dirais, en façon de quelques temps, n'est-ce pas, pour venir en aide à l'Ukraine. C'est vrai qu'on ne va pas se réjouir de ce qui se passe en Ukraine. C'est une situation urgente, mais les mêmes situations urgentes, nous les avions connues par le passé sur notre continent, n'est-ce pas? Et sur ça, nous avions observé un silence, n'est-ce pas, de ces mêmes institutions à accompagner et puis à financer. Et donc, au-delà de tout ce que nous disons sur la scène internationale, ces pays ont leur façon d'apprécier ce qui se passe sur notre continent. Et ils ne s'intéressent que si, à leur niveau, ils jugent de l'opportunité ou non, n'est-ce pas, de venir ou pas. Si aujourd'hui, ils nous proposent un nouveau pacte financier, il faut croire que c'est parce que derrière il y a un agenda, n'est-ce pas, qu'on veut exécuter. Quel agenda? Vous voyez, nous aurons des élections présidentielles. Oui, nous aurons, alors, je finis rapidement par là. Nous aurons des élections présidentielles dans pas mal de pays. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Ben, écoutez, nous avons un agenda voilà, qui parle des finances. Pour les chefs d'État qui veulent vraiment se retrouver dans cet agenda, vous aurez notre soutien, si tant est que le 3e mandat vous intéresse. Je remarque que Eric est dans le secret des dieux. Pourquoi pas? C'est assez tendu vers l'Élysée. Alors, je dois dire que la France a moins d'intérêt en Afrique pour parler développement, réchauffement climatique, que d'aller soutenir par exemple un pays comme l'Ukraine qui, vaille que vaille, est en train de tenir face à la grande Russie. Donc ne vous attendez pas à ce que dès que vous ouvrez vos becs, excusez, entre griffes en Afrique pour recevoir les milliards qui sont d'ailleurs annoncés, que Emmanuel Macron ou la France viennent vous donner cela dans votre bec et laisser l'Ukraine qui est en train de souffrir sur les balles de la Russie. Non, ça c'est des questions qui préoccupent à plus d'un titre les pays qui sont de l'autre côté. Alors moi je voudrais dire que nous irons à la Chine. Je voudrais dire que ce sommet en réalité était plus politique qu'économique ou financier, tout ce que vous voulez. Et Eric l'a si bien décrit que la France est dans une position d'anticipation.
parce qu'il y a des consultations électorales. Et si jamais la France perd du terrain encore plus que ce que nous observons aujourd'hui, c'est que ça n'est pas bien pour la France. Donc, il faut anticiper, trouver un moyen pour regrouper les chefs d'État. On a parlé de pacte. Pacte, c'est un mot fort. Pacte, c'est un mot fort. Maintenant, qui doit respecter les premières clauses de ce pacte-là? C'est d'abord la France. Et c'est là que moi, j'ai beaucoup apprécié ces chefs d'État qui ont su dire, attention, nous voulons la concrétisation avant de croire à ce que vous dites là. Sinon, ce ne sont que des débats, 48 heures de débats où on a dit nous allons débloquer beaucoup de milliards. Ce sont des promesses, ce ne sont pas encore des actes concrets que les pays africains ont reçus là-bas. Oui, il faut quand même dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées en marge de ce sommet que nous ne connaissons pas ici, parce que c'est plusieurs chefs d'État dans un même lieu, et donc il y a des négociations qui se font derrière les rideaux et derrière les écrans. Mais il y a une chose très intéressante qui a été dite par le président Ramaphosa, qui quand même permet de voir deux aspects de la question. Le président Ramaphosa dit « We felt like beggars ». C'est quoi ce... Nous nous sommes sentis ou nous nous sommes identifiés à des mendiants à un moment donné dans le mécanisme financier. Et il cite des situations. Il parle de la crise du Covid, lorsqu'il fallait que l'Afrique reçoive des vaccins, que c'est comme si on a dit, bon voilà les miettes qui sont sur la table, prenez cela. Et que c'est arrivé à un moment où techniquement on n'en avait plus forcément besoin. Il a parlé aussi de l'initiative que les pays africains avaient prise d'avoir leur propre vaccin. Et quand il fallait aller négocier pour pouvoir avoir les fonds pour entretenir ce mécanisme, ça a été refusé. Et il a cité plein d'autres situations. Ça signifie quoi, techniquement? Que les chefs d'État africains, malgré le fait qu'on a beaucoup de critiques à leur endroit, sont plus ou moins conscients de la situation. Première chose. Deuxième chose, c'est quoi? C'est que on a l'impression qu'ils ont les mains liées. Ah ouais? C'est l'impression. Parce que si vous vous sentez mendiant et que vous savez que vous n'êtes pas mendiant, techniquement, vous décalez du mécanisme. Mais quand vous l'écoutez, il a fallu, même lorsqu'ils ont pris l'initiative d'avoir leur propre vaccin, se déplacer encore pour aller négocier je ne sais pas, qui pourrait leur permettre d'avoir leur propre vaccin, mais qui n'ont pas pu le faire. Et donc, vous comprenez aujourd'hui que le président Ramaphosa relève des situations qui nourrissent ce mécanisme financier qui n'est pas forcément avantageux. Alors, j'ai retrouvé encore Jacques Debé qui va nous dire deux mots, le temps de boucler son intervention. Jacques, vous êtes là? Oui. Alors, quelle doit être la thérapie, à votre avis, pour réduire un peu les cas qu'on a là, qu'ils ne sont pas trop préoccupés, les participants à ce sommet, les cas entre le Nord et le Sud? Il faut déjà préciser que le gros problème des pays du Sud, notamment les pays africains, c'est la crise de la dette, même si au Bénin, on ne fait pas face à cette difficulté, selon notre ministère de l'économie et des finances. Plusieurs pays sur le continent sont surendettés. Donnez cette statistique pour vous en convaincre, Tanguy. Aujourd'hui, les pays du Sud investissent 5 fois plus pour rembourser la dette qu'ils ne dépensent pour lutter contre la crise climatique, parce qu'il y a une véritable asphyxie budgétaire de ces pays-là. 300 milliards de dollars de dettes ont été payées l'année dernière. Vous comprenez donc qu'aujourd'hui, sur le continent, oui, il y a la crise climatique, je n'en disconviens pas, mais il y a surtout la pauvreté, les inégalités sociales, et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, il sera difficile, très difficile d'aller sur le terrain de la lutte contre les changements climatiques. La thérapie, ce que moi je propose pour ma part, eh bien, c'est déjà de réformer la restructuration de ces institutions financières internationales, les institutions de Bretton Woods. Pour les beaux yeux des Africains, c'est difficile. Possible, parce que quand vous prenez ces institutions aujourd'hui, ça fonctionne comme l'actionnariat au niveau des banques, où il y a des pays riches tels que les États-Unis et la France qui mettent leur argent et les bénéfices, je crois, leur reviennent. C'est un peu ça le gros souci. Les pays africains ne se retrouvent pas véritablement dans ce système financier international qu'il faut le rappeler, est né
de la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire des années 1945. Allez, pour moi, même eux, les Africains n'étaient pas encore nés officiellement parce qu'on était encore des États colonisés. Donc c'est un véritable souci qu'il faut corriger aujourd'hui. Il faut s'adapter à l'évolution et c'est très important. Et aussi, moi je pense, pour ma part, qu'il faut supprimer la dette, il faut effacer les agaces pour aller sur de nouvelles bases. Si on efface comme ça les dettes, c'est pas évident d'avoir encore un prêteur à l'horizon. Allez, Jacques, deux mots rapidement sur ce tête-à-tête entre Patrice Talon et Bola Tinubu. Ça vous inspire quoi? Rapidement. C'est une très bonne nouvelle pour notre pays, également pour le Nigeria, parce qu'on l'a toujours souhaité ici. Il faut améliorer les relations entre nos deux pays avec tout ce que nous avons connu par le passé, la fermeture des frontières et bien d'autres, tout récemment également, la situation de l'essence. Il faut que les deux pays, les deux chefs d'État puissent réellement discuter, et ça, c'est déjà une bonne nouvelle, qu'ils puissent quand même se retrouver sur un terrain d'échange, sur la table de négociation. Cela pourrait faire bouger les lignes. Jacques, merci beaucoup. Merci. Bonne journée à Paraco. Allez, justement, on fait la transition en même temps. Franck, oui. Quelqu'un m'a dit que Tinubu et Patrice Talon seraient de très beaux amis. Et je vois que les événements... Ça se confirme, ça se confirme. Je dois dire que c'est une bonne chose, mais au-delà de la rencontre de Paris, moi je voudrais que cela soit transposé au Nigeria ou au Bénin, où on va travailler avec les cadres, parce que il y a comme un problème de mentalité aujourd'hui qu'il faut travailler au niveau, aussi bien au niveau des Nigérians que des... Parce que nous voyons que le Nigeria est beaucoup trop puissant, le Nigeria est beaucoup trop grand, et que c'est le Bénin seul qui a besoin du Nigeria. Alors que... On n'a jamais songé que... Voilà, dans les deux sens, donc il faut dialoguer. Eric, Talon a vu Tinubu, ou Tinubu a vu Talon? Tout ce qui sera interdit au Nigeria sera interdit au Bénin. Je constate que c'est bien pour notre diplomatie au niveau des deux pays. Si cela peut nous amener vers des actions concrètes, véritablement, au niveau des deux administrations, à travailler de façon à taire les divergences et puis à voir les opportunités que chaque pays peut développer. Et puis, ça serait bien pour les deux peuples. Oui, Morane? Je dirais pas mieux. Bonne image pour la diplomatie et surtout pour taire les différentes supputations qu'on a entendues ici et là. Et on attend les actions. Tout à fait. On attend au-delà des paroles, les actes. On sent vraiment que la diplomatie elle est économique maintenant. Bon ben pourquoi pas. Si ça devrait nous faire nous porter mieux, tant mieux, non? C'est à que cela qu'on demande. Si vous permettez, je dirais que je pense qu'il est grand temps aussi pour les pays africains de faire leur devoir de maison, homework, de construire un système. Pourquoi ne pas penser à construire un système à eux qui pourrait quand même leur permettre. Nous avons une banque centrale. Voilà. Oui, nous avons des banques régionales qui... régionales. Nous avons beaucoup de malheureusement fonctionnent de la même façon. Mesdames et messieurs, une belle réflexion de Moïse Dossoumo sur la question, les échanges entre Patrice Talon et Bola Tinubu, président du Bénin et du Nigeria. Une très riche réflexion que je vous conseille vivement dans les colonnes du journal. Dans sa parution de ce matin, vous allez à la page 3 pour les détails. Les gars, merci beaucoup. Passez une très bonne journée. Merci à vous aussi. Mesdames et messieurs, que s'est-il passé ces 7 derniers jours au Bénin? Voici le résumé en tout cas proposé par Idriss Boukari. Ce sera à travers la caméra de Canal 3 Bénin de la rédaction de la télévision que vous avez citée à Cotonou. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Pourquoi au poste de péage de Tigniti, situé à 15 km de Natitengou, le montant à payer est de 1000 francs CFA? Quelles sont les spécificités de ce poste qui le rendent si cher comparativement au poste péage d'Ekwe à Ozon et Grand Popo? Ce sont entre autres questions orales posées au gouvernement par le député du parti d'opposition Les Démocrates, Kamar Ouassangari. À la plénière du jeudi 22 juin 2023 à l'Assemblée nationale, c'est le ministre José Didier Tonato du cadre de vie et des transports, chargé du développement durable, qui est allé apporter des éléments de réponse. Pour le représentant du gouvernement,
Le montant à payer au poste de Tigniti est fixé par arrêté ministériel qui répond aux critères de tarification actuels et appliqué sur la plupart des postes qui sont séparés d'un autre par une distance d'au moins 100 km. C'est ce qui est donc le cas du poste de Tigniti. Pendant ce temps, les députés du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau étaient face aux hommes des médias jeudi. À la faveur d'une conférence de presse, il était question de faire le bilan des activités menées par l'institution parlementaire au cours de sa première session ordinaire. Les débats d'orientation budgétaire, la question du contrôle de l'action gouvernementale et ce qu'ils ont appelé les tentatives répétées d'abus de droit de la part de l'un des groupes parlementaires minoritaires à l'Assemblée nationale. Le peuple a donné 28 à certains, 28 à d'autres, 53 à d'autres. Et chacun a ses droits liés à ce partage opéré par le peuple. Venir au Parlement pour en avoir plus, pour en demander plus, utiliser des subterfuges pour en avoir, c'est un abus de droit. Lancé le 22 juin 2017, le programme d'accord entre le gouvernement américain et ceux du Bénin, appelé MCA, Millennium Challenge et Compte 2, s'est achevé. Jeudi dernier, une cérémonie de clôture a été organisée pour célébrer les résultats issus de cette coopération. Cette occasion a permis également de mettre en service le Centre national de contrôle de la distribution de l'électricité. C'est le fruit du partenariat entre les peuples béninois et américains. Le commandant de la zone maritime atlantique de la Marine nationale française, vice-amiral d'escadre Olivier Lebas, est arrivé à Cotonou mercredi dernier. Cette visite de travail au Bénin s'inscrit dans le cadre de la coopération en matière de sécurité maritime entre la France et le Bénin. Aussitôt arrivé à Cotonou, le vice-amiral, accompagné par une délégation, s'est rendu à la base navale de Cotonou pour rencontrer les partenaires et visiter les installations et équipements que la Marine nationale française a mis à la disposition de la marine béninoise afin qu'elle soit opérationnelle. Les responsables de la fondation Malheroso étaient face à la presse samedi dernier. Une sortie médiatique pour manifester leur satisfaction au sujet de la subvention accordée par le gouvernement pour achat des intrants courant cette campagne agricole. La fondation n'a pas manqué de saluer par la même occasion le chef de l'État qui a pris les décrets d'application de la loi de 2017 au profit des personnes en situation de handicap. Bien d'autres sujets d'actualité ont été abordés au cours de ce point de presse animé au siège de la Fondation à Cotonou. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. De retour sur ce plateau pour finir par la 4e partie d'Actu Matin. Notre invité ce matin, en attendant déjà la revue de presse d'Assiongmo pour boucler cette émission, c'est Dr Bruno Moncho, sociologue de son état, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, spécialiste de la débrouille et qui s'est intéressé aussi au phénomène du paillon. Dr Moncho, bonjour. Oui, bonjour, chers journalistes. Bienvenue sur Actu Matin. Merci. Les deux chefs d'État, nigériens et béninois, ont promis de mieux se parler désormais et d'avoir de meilleurs rapports entre eux en tant que voisins. Et il me semble que les deux se sont accordés, en tout cas, à avoir la meilleure attitude qu'il faut. Quelle est votre analyse de ces moments d'échange-là, de discussion? Merci, chers journalistes. Je pense que l'analyse, c'est que c'est très important, c'est très intéressant et c'est un réchauffement, c'est le départ d'un réchauffement de la diplomatie et
la collaboration qui était tendue entre les deux États. L'ancien président, le président Buhari, nigérian, et puis notre président, le président Talon, ce n'était pas la joie. Et aujourd'hui, en voyant les deux présidents, Tinubu et puis le président Patrice Talon, cela suppose que à un certain moment, on a fumé l'accalmie de la paix et pour le rétablissement de la diplomatie, des liens, des relations entre nos deux pays. Et donc, en tant que Béninois, on doit être content, même en tant que Nigérien, on doit être également content, parce que ce n'est pas que le Bénin qui a besoin du Nigeria, mais le Nigeria aussi a besoin. Je vais vous demander tout à l'heure ce que le Nigeria a gagné en ayant un bon ami, un bon voisin comme le Bénin. Mais faut-il être vraiment surpris par la décision ou l'attitude des deux chefs d'État de se parler? Ce sont quand même deux hommes, opérateurs économiques, hommes d'affaires, donc qui savent ce que c'est que les affaires au-delà des frontières. Voilà, Tinubu qui a été régulièrement à Cotonou, au Bénin, quand il a quelques pépins, quelques ennuis à Abuja. Donc c'est chez lui pratiquement. On devrait s'attendre à ce que dès qu'il prenne le pouvoir, que cela s'entende parfaitement bien. Et on peut comprendre aussi la difficulté de compréhension, de discussion avec Buhari, qui est quand même un militaire très cadré, très réglo sur les bords. Oui, tu sais, Buhari n'est pas à son premier coup d'essai, prenant le Bénin comme, même pas comme un quartier du Nigeria. Et donc, moi je suis fier que le président, c'est vrai qu'on a perdu, mais le Nigeria aussi a perdu, que le président ait montré à son homologue du Nigeria d'entre-temps, c'est-à-dire Buhari, que ce n'est pas... il ne doit pas se lever du coup et faire ce qu'il veut d'un autre pays qui a un dirigeant. Et on a développé une théorie de résilience pour pouvoir montrer à ce président que bon, l'un dans l'autre, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Et si on est dans cette dynamique, cela suppose que même si vous êtes très fort, vous avez besoin d'un plus petit que vous pour pouvoir montrer votre puissance. Et la puissance ne se mesure pas qu'aux puissants, mais ça se mesure parfois et souvent aux plus faibles. Et donc, je pense que le président Tinubu a compris et s'est dit, on ne va pas perpétuer cette tension, ça n'avantage personne. Et nous aussi, nous avons besoin du Nigeria, quelle que soit la situation. Et vous avez constaté que, en fait, la diplomatie vers le Nigeria, ça a changé, et ce qui permet d'amoindrir un peu un certain nombre de positions pour pouvoir avancer sous de bons auspices. Alors, qu'est-ce que ça peut donner comme impact sur la vie des différentes activités et affaires entre les deux pays? Oui, vous savez, le Bénin partage près de 713 km de frontières avec le Nigeria. Et vous imaginez, il y a des maisons, la chambre, le salon est au Bénin et puis la chambre est au Nigeria. Cela veut dire quoi? Il y a la question de la solidarité, il y a la question de l'échange, il y a la question de vivre ensemble. Et les deux peuples sont divisés simplement par un tracé colonial. Sinon, et une langue aussi. Et une langue, non seulement une langue, la langue, peut-être la langue étrangère. Sinon, le Yoruba, il y a le Yoruba au Bénin, le Nago est au Bénin, et donc, quel que soit le Bariba est au Nigeria et au Bénin. Vous voyez, donc, quelles que soient les situations, s'il n'y avait pas cette démarcation coloniale, c'est qu'on ne serait pas en train de dire que le Nigeria est là-bas, le Bénin est ici. Mais quand vous voyez les potentialités en termes de démographie sociale, le Bénin a tout à gagner, a fait partie ou a commercé avec le Nigeria. Donc en termes de politique commerciale, nous devons faire en sorte pour que ça soit notre premier point de chute. Vous voyez, et le président Tinubu, lors de leur rencontre, disait que nous sommes dans une boucle de personnes, d'accord, et personne ne doit nous séparer. Vous voyez, ça veut dire quoi? Il a compris que c'est vrai, le petit Bénin, qui n'aime même pas, en termes de population, en termes de démographie, n'aime même pas la moitié d'Abeokuta, même pas la moitié, mais on a quand même besoin il y a les hommes d'affaires qui doivent passer par ici
pour aller au Ghana, pour aller en Côte d'Ivoire. Est-ce que la bonne intelligence affichée peut améliorer un peu le climat des affaires et des activités? Mais cette rencontre sonne déjà une lueur d'espoir, vous voyez, et toutes les stratégies doivent permettre à ce qu'on essaie d'évaluer ce que le Nigeria reproche par exemple au Bénin en termes de politique, en termes de stratégie, et de dire, bon, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et vous voyez, le président Talon, très stratégique, a dit, nous allons faire en sorte que tout ce qui est interdit au Nigeria soit interdit au Bénin, pour que nous soyons dans une dynamique de réciprocité, de partage et de compréhension par rapport, on soit clair sur un certain nombre de choses. Mais vous savez, nos peuples sont ce qu'ils sont. On peut interdire tout, mais dans la réalité... Justement, en ouvrant cette brèche-là, on sait qu'entre le Bénin et le Nigeria, c'est beaucoup d'activités informelles. Est-ce que ce n'est pas peut-être inquiétant pour ces acteurs-là? Et ils sont par dizaines de milliers investis dans l'informel, dans diverses activités. Est-ce que ce n'est pas un moment d'inquiétude, une nouvelle saison de galère pour eux? Bon, vous savez, puisque nous avons développé dans le temps, on a fermé les frontières, mais vaille que vaille, il n'y a jamais eu fermeture des activités informelles. Et tout ce qui est informel, il est difficile de mettre fin à ça. Oui, de l'arrêter. Et ça va être compliqué, quelle que soit l'économie, quel que soit le pays, quel que soit son niveau de développement, il y a toujours ce qui est informel qui permet au formel de savoir que à côté de ce formel, il y a ce qui est informel, qui est l'élément je dirais, de contrôle. Parce que si l'informel n'est pas, c'est qu'on ne peut pas savoir que le formel est. Et donc, entre le Bénin et le Nigeria, arrêter l'informel, ce serait de l'utopie. Ça ne peut même pas y arriver, être là, parce que l'autre peuple a besoin quotidiennement d'un certain nombre d'éléments, mais à un certain niveau, dans la sphère macroéconomique, il y a des éléments que le Bénin doit faire l'effort de respecter pour s'inscrire dans la dynamique. Mais les petites choses, ça ne peut pas s'arrêter. Regardez, malgré qu'on a dit qu'on ne va pas, on va supprimer la subvention, il y a toujours l'essence Bayor qui est au Bénin. Et c'est vendu à 600, à 675, à 665, à 625 selon la proximité, même à 600 selon la proximité avec le Nigeria. Donc, quel que soit ce qui va se passer, ces acteurs seront toujours utiles. Et mieux encore, ils vont développer, comme le système formel a développé la théorie de la résilience, ils vont développer la théorie de l'adaptation, de l'adaptabilité, pour pouvoir être utiles l'un avec l'autre. Alors, je vous vois prendre le contre-pied parfait de tous ceux qui parient déjà sur la mort très prochaine du Bayor. Je pense que cette mort ne sera possible que si il n'en existe plus au Nigeria. Si le différentiel de prix, même à la pompe au Nigeria, n'est pas effectif, est comparable à ce qui est au Bénin. Vous voyez, si les raffineries clandestines disparaissent, ce qui n'est pas possible, on en a 2000 jusqu'en 2016, il y a pratiquement au moins 2000 raffineries clandestines. Ce n'est même pas... Et vous l'avez vu, ça a circulé sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Et donc, le problème, les potentialités au Nigeria sont telles que ça va être difficile. Mais assainir le secteur passe par un certain... ça va passer par des stratégies très ardues. Et donc, le pays peut en souffrir. Et pas facilement. Et donc, au regard de la population, de la démographie sociale, c'est que lorsque on arrête un certain nombre de choses, on supprime un certain intérêt par rapport à une classe donnée, vous voyez, la tension, elle est vive. Donc, ça va être compliqué. Nous, on ne souhaite pas ça, mais quand ça va arriver, il faut que chacun prenne ses responsabilités et que nous allons vers ce qui est formel. Oui. Allez, une dernière question, le temps de vous laisser partir, je me l'ai promis. En quoi est-ce que le Bénin peut être utile pour le Nigeria? Ah oui, le Bénin est utile pour le Nigeria, ne serait-ce que pour... je prends l'as transit, d'accord? Le
Le Nigeria, les hommes d'affaires du Nigeria, pour desservir par exemple la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et consorts, c'est très facile pour eux de passer par la voie terrestre, qui est très rapide, par le Bénin. Vous voyez, et dites-vous, tout ce que le Nigeria produit, est-ce que le marché nigérien peut tout consommer? Ça vient par le Bénin et ça va dans d'autres pays aussi. Économique que culturel. On a beaucoup de musique que nous consommons, qui sont de la musique nigériane que nous consommons. Il n'y a même pas que le Nigeria va dire je peux m'en passer du Bénin. C'est pas possible. Ce n'est pas possible du moment où il faut voir la communauté béninoise qui est au Nigeria. C'est énorme. C'est extrêmement énorme. Donc, quel que soit, c'est que peut-être le politique va faire, excusez-moi, c'est one-man show, mais dans la réalité, les réalités culturelles, religieuses, la solidarité mécanique, la solidarité organique dans son ensemble va permettre à ce que les deux peuples fonctionnent. Il n'y a rien à faire, ça va se passer facilement, régulièrement, parce que le Nigérian ou bien la Nigériane viendra prendre le Béninois ou la Béninoise et puis tout va se passer. Oui. La seule chose, c'est qu'il y a la monnaie et c'est le colon qui a mis ça. La monnaie qui fait partie des barrières les plus importantes et qui complexifie un peu les rapports, les relations commerciales avec en termes d'échange direct. Sinon, aller acheter l'essence au Nigeria directement, c'est plus facile pour le Bénin. Mais pour la question de l'échange, vous devez passer par le dollar, ainsi de suite, et bon, ça donne déjà le coût, ça alourdit. Et la France ne veut jamais laisser ses colonies, parce que c'est sur ça là que la France, sinon le sommet de Paris ne devait pas être fait à Paris. Il devrait faire où? Oui, ça devrait être fait en Afrique, parce que oui, ça peut être fait à Abuja, parce que c'est la France qui a besoin de nous, mais c'est la suprématie qui a fait qu'il dit, bon, venez, vous comprenez, parce que c'est moi qui donne, et la main qui donne est toujours plus courte que celle qui veut recevoir. Dr Bruno Mocho, merci beaucoup. Merci. Vous êtes sociologue, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, qui est très intéressé par les questions liées au rapport entre le Bénin et le Nigeria. Oui. Merci d'être passé. Sur les traces de l'immense professeur John Igué, le grand spécialiste de ces questions-là, évidemment. Merci, bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, voici la revue de presse. Discuter des problématiques des frontières, évaluer les perspectives, sensibiliser, informer, promouvoir. Vous l'avez bien compris, c'est le rendez-vous par excellence des frontières. La SFB, sous le patronage du Dr Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers organise la 10e édition de la Semaine des frontières béninoises. C'est du 21 au 28 juin 2023 avec au programme des ateliers de réflexion stratégique, des inaugurations, des formations et des consultations médicales foraines. Les communes à l'honneur, Waké, Kopargo, Basila, Pobé, Malanville, Kokblid, Segwana, Sakete, Ifandi, Savé, Ouessé et bien d'autres. L'édition de cette année est placée sous le thème « Stabilité et prévention des fragilités aux frontières des pays du Golfe de Guinée ». Quelle perspective pour le Bénin? ABGF, sécurisant et développant nos espaces frontaliers. Bonjour, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Les rapports de voisinage s'accentuent et se consolident entre le Bénin et le Nigeria, ce que vient renforcer la rencontre à Paris entre les deux chefs d'État. Et à en croire le grand matin, Talon et Tinubu se donnent la main à Paris, s'engagent et donnent des assurances. Bénin Intelligent explique qu'en marge du sommet sur le nouveau pacte mondial de financement qui s'est tenu en France, les présidents Patrice Talon du Bénin et Bola Tinubu du Nigeria ont eu un tête-à-tête. Le successeur de Buhari a promis que le Nigeria, sous son mandat,
maintiendra ses projecteurs sur les pays africains en tant que pivot de ses politiques économiques et étrangères. Il promet une gestion mutuelle des questions commerciales, la sécurité et les contrôles aux frontières. Face à Patrice Talon, le nouvel homme fort du géant de l'Est a indiqué que les relations bilatérales avec les pays africains, notamment au niveau sous-régional, seront renforcées pour des bénéfices partagés dans les domaines de la sécurité, de la santé, de l'énergie, de l'éducation et de la diplomatie. En titrant Bénin-Nigeria un nouvel envol, Fraternité fait observer que les relations sont revenues au beau fixe. Entre le Bénin et le Nigeria, c'est à nouveau la lune de miel. C'est ce que donnent à croire les images en provenance de Paris. Les activités connexes du sommet sur le nouveau pacte mondial de financement renseignent à suffisance sur l'état des relations entre le Bénin et le Nigeria. La franche et joyeuse accolade partagée par Patrice Talon et Bola Ahmed Tinubu donne des raisons d'espérer que les deux États ont enfin décidé de fumer le calumet de la paix. N'ayant pas eu le temps d'échanger à tête reposée sur l'état de la coopération entre les deux pays, fin mai à Abuja, lors de l'investiture de Bola Ahmed Tinubu, Patrice Talon a rattrapé le coup en marge du sommet de Paris. La rencontre, qui s'est déroulée dans une ambiance conviviale, laisse croire que les deux États vont prendre un nouvel envol. Et justement, l'autre quotidien met l'accent sur des propos du chef de l'État béninois qui confie à son homologue nigérian, citation, « Nous sommes prêts à travailler avec vous, Votre Excellence, pour mettre en œuvre des politiques qui protégeront nos économies aux entrées terrestres et maritimes. Tout ce qui est interdit au Nigeria sera également interdit au Bénin. » Fin de citation. Le matinal ajoute que le président du Bénin s'est dit inspiré d'un regain d'espoir pour la sous-région et l'Afrique lors de l'investiture du président Tinubu à Abuja, s'engageant à apporter un soutien en matière de politique commerciale et de sécurité, notamment aux frontières. L'économiste du Bénin cite le président nigérien qui affirme « Nous devons reconnaître le fait que nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes dans une boucle et personne ne doit nous séparer », a professé Bola Tinubu, assurant que son administration sera toujours ouverte et accessible à tous les pays voisins. L'unité africaine pour de meilleurs résultats, le nouveau chef de l'État au pouvoir au Nigeria y croit, complète le journal. Et déjà, note le matinal, l'importation des véhicules d'occasion et autres marchandises via la frontière de Semekrake est désormais autorisée. Le gouvernement nigérien a pris cette décision le mercredi 21 juin 2023. Il est dorénavant possible d'importer des véhicules d'occasion et autres marchandises en provenance du Bénin ou d'autres États d'Afrique de l'Ouest via la frontière de Semekrake. Et d'un autre côté, l'autre quotidien renseigne que les membres du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau, avec à leur tête le président du groupe Akhenaton, ont animé jeudi dernier une conférence de presse. Le groupe s'est prononcé sur les questions relatives aux tentatives répétées d'abus de droit de la part de l'un des groupes parlementaires minoritaires, du débat d'orientation budgétaire et de la question du contrôle de l'action gouvernementale. Le Parti Les Démocrates n'est pas en odeur de sainteté auprès du groupe parlementaire UP Le Renouveau. C'est d'ailleurs ce qui justifie leur conférence de presse, explique le journal. Et pour la boussole, les élus du Parti Les Démocrates pensent à Madougou Aïvo, co-accusé et exilé lors du lancement de la bataille de 2026 depuis Kérou. Pendant ce temps, informe Matin Libre, Soumanou Djemba implore le pardon de Talon pour la libération des détenus et le retour des exilés. Le chef, c'est celui qui a besoin des autres, déclare l'ancien ministre d'État, rapporté par le journal. Dans le rang des médias, c'est un peu la grogne, comme l'explique le palmarès pour non-délivrance des cartes de presse, alors que les formalités administratives ont été bouclées depuis plus d'1 an et la commission chargée de l'étude des dossiers a bouclé ses travaux. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication ne délivre pas les cartes aux professionnels des médias. Mieux, l'institution ne communique pas sur les motifs réels du blocage. N'en pouvant plus, le comité de facilitation carte de presse a décidé
de déclencher une action de mobilisation dans le rang des acteurs de la presse pour attirer l'attention de l'opinion publique nationale sur la situation. En sport, Fraternité souligne que la saison footballistique 2022-2023 a pris fin en apothéose le dimanche 25 janvier 2023. La Fédération béninoise de football a organisé une grande cérémonie de remise du titre aux champions et de récompense aux meilleurs acteurs de la saison. Ainsi, Coton FC, champion du Bénin, a reçu le trophée de champion. Ces joueurs ont enroulé les médailles d'or au cou et empoché une cagnotte de 10 millions de francs CFA. Les autres méritants de la saison ont également reçu leur récompense. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est la journée mondiale de lutte contre l'abus et le commerce illicite de la drogue. Pensez-y. Aujourd'hui, sur le plan national, c'est le lancement officiel de l'opération de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés. Ce sera sur l'ensemble donc du territoire national au ménage. Veillez-y, ça va durer 8 jours. Détail à lire dans Fraternité. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci de nous avoir suivis depuis 6h30. On va se voir demain dès qu'il sonnera la même heure à Cotonou. Entre-temps, vous aurez beaucoup d'autres rendez-vous d'informations sur Canal 3 Bénin. Il vous suffit juste d'être fidèle à nos programmes. Bonne journée.